Votre maison dans la soirée, pour l'instant vous avez rien. Quelles vont être les suites de la journée pour vous? Déjà, continuer à traiter les jardins des voisins, parce que ça brûle encore un petit peu. Donc, puis attendre qu'ils reviennent, surtout ça, quoi. Et là, j'ai mon fils qui est parti au feu, mon fils aîné, donc j'ai pas de nouvelles. Donc là, je suis très, très, très inquiet avec ma femme. Donc on verra. J'ai mon deuxième fils qui est ici. On va voir s'il peut se faire voir par une psychologue, parce que c'est lui qui a intervenu sur la personne qui a brûlé là, sur la route de Fonjoucous. Et comme il a 18 ans, il se gêne, donc on va essayer de voir s'il peut être vu. Puis après, on va attendre, hein. De toute façon, on ne peut pas sortir, donc on va attendre. Merci beaucoup William. Vous avez remarqué, la situation est toujours assez compliquée sur place. En tout cas, la solidarité se met en place. On voit que les voisins s'entraident comme ils le peuvent. Et puis, les pompiers commencent les premiers repérages sur les maisons qui ont été touchées par le feu, voir si c'est encore dangereux. Et puis, quelques habitants viennent récupérer 2-3 affaires avant de repartir et de retrouver le poste de commandement des secours. Marie Roux avec Margot Save, merci beaucoup devant le PC sécurité sur la zone de l'incendie. Vincent, l'enquête pour déterminer les causes de l'incendie va démarrer ce matin. Oui, parce qu'on le voit là, on est à l'heure de la désolation, on regarde ces images avec beaucoup de tristesse. Et beaucoup d'inquiétude de la part de ce monsieur là qu'on écoutait. Beaucoup d'inquiétude, oui, il faisait état notamment du fait qu'il n'arrivait pas à joindre son fils. On le rappelle, les consignes, c'est d'essayer aussi de ne pas surcharger les lignes téléphoniques parce qu'elles sont beaucoup utilisées par les secours qui interviennent sur le secteur. C'est des consignes qui ont été données par la préfecture de l'Aude, évidemment de rester confiné si les consignes données par les pompiers au niveau local sont celles-ci, et évidemment de ne pas emprunter les axes routiers qui sont fermés à la circulation. En parallèle de ça, parce que là on est sur les secours, mais il y a aussi une phase d'enquête qui va s'ouvrir, et effectivement qui va s'ouvrir très rapidement parce que le feu n'est pas fixé, n'est pas circonscrit, mais il y a déjà une enquête qui est en cours, qui va démarrer ce matin, une équipe ce qu'on appelle la RCCI, recherche des causes et circonstances de l'incendie, qui va tenter de se rendre sur place, sur l'endroit d'où le feu aurait pris hier. On va tenter de déterminer vraiment l'endroit le plus précis possible où ce feu aurait pu démarrer. On va tenter de le passer au peigne fin pour voir s'il y a une intervention humaine, s'il y a une origine accidentelle, afin de déterminer les choses. Parfois, les enquêteurs vont utiliser quasiment un peigne pour regarder dans les cendres ce qui pourrait avoir été le déclencheur de ce feu. Est-ce que c'est un mégot? Est-ce que c'est une braise de barbecue? Est-ce qu'il y a des traces d'hydrocarbures? Il faut rappeler, les équipes de la RCCI sont composées de pompiers, évidemment. On voit les images d'ailleurs d'enquête sur d'autres affaires précédentes. Sur d'autres affaires, oui, parce qu'on avait pu suivre effectivement les enquêteurs sur place qui nous expliquaient comment ils travaillaient, voilà, sur l'origine des sinistres. On va regarder un peu comme sur une scène de crime avec des petits plots pour voir à quel endroit ça a pu prendre. Je le disais, hein, on a des pompiers qui s'occupent de ça, mais évidemment des gendarmes et aussi des spécialistes des massifs forestiers qui vont crime, en fait, là, on voit les petits plots, etc. Des personnes avec des tubes également. Quasiment, parce qu'en fait on va prendre l'origine du sinistre et puis on va voir comment il s'est propagé. Donc on remonte un petit peu à l'envers pour voir le point de départ, et sur ce point de départ, parfois sur 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, on va fouiller dans les cendres. On va quasiment, l'un des spécialistes nous expliquait que parfois on va passer les cendres au tamis pour voir si derrière on retrouve un mégot de cigarette ou quelque chose qui aurait pu mettre le feu à cet endroit-là. Et puis on va saisir des éléments, des indices. S'il y a un mégot de cigarette, on va par exemple voir s'il est possible de faire des recherches ADN pour voir qui aurait pu jeter ce mégot à cet endroit-là. Voilà, c'est cette phase d'enquête qui va s'ouvrir, alors qu'on le disait, hein, le feu n'est pas du tout fixé, 11 000 hectares parcourus, et c'est vrai que c'est aussi un point important à signaler. La semaine dernière, la sécurité civile faisait justement un point sur les départs de feu depuis le début de l'été. Il y a eu 9 000 départs de feu qui, au total, ont entraîné des flammes sur 15 000 hectares. On le voit ici, en 24 heures, moins de 24 heures, on a déjà 11 000 hectares parcourus par le feu. C'est vous dire l'ampleur de ce sinistre en cours, dont le bilan est extrêmement lourd, on l'a dit. Ouais, je répète ce chiffre si vous nous rejoignez parce qu'il est vraiment parlant. Rendez-vous compte que 11 000 hectares parcourus par les flammes, ça correspond au total à plus de 15 000, je dis bien 15 000 terrains de foot. C'est considérable et c'est ce qui inquiète notamment le maire de Saint-Laurent de la Carbaris, qui était notre invité tout à l'heure dans Première Édition et qui revenait notamment aussi sur ce drame, cette femme qui est décédée, cette femme de plus de 70 ans, parce qu'elle a refusé de quitter son logement. Une catastrophe, un désastre de notre collectivité, mais de notre
notre territoire surtout. C'est vrai que le recensement ce matin au lever du jour font qu'il y a 5-6 maisons qui ont été brûlées en totalité et une partiellement, avec malheureusement une dame qui a voulu rester dans sa maison et qui a disparu parce que le feu est arrivé après très vite vers cette maison et qu'elle n'a pas pu s'échapper, et que personnellement effectivement j'étais un peu touché dans mon exploitation agricole, mais j'ai pas encore fait un inventaire précis. On verra ça un peu plus tard. Pour le moment, c'est de m'occuper de mon village qui est important. Bien sûr, la nuit a dû être compliquée, on va en reparler. Vous nous apprenez donc ce matin, monsieur le maire, vous me confirmez, c'est donc une dame assez âgée, sexagénaire, qui a souhaité rester dans sa maison et à qui on a proposé quand même de partir. Oui, non, mais hier à 17h30 et 18h, les gendarmes avec un conseiller municipal a fait le tour de toutes les maisons pour évacuer les 2 quartiers qui étaient sous la menace des flammes. Tout le monde est sorti et cette dame n'a pas voulu malheureusement sortir de sa maison en disant je risque rien, et qu'après le feu a été à une vitesse, et vous en parliez à l'instant, très rapide, et du coup elle a été prise dans ce piège de sa maison en feu et on l'a retrouvée cette nuit complètement carbonisée. Quelle solution? C'est une tristesse parce que... Allez-y. Comment? Allez-y, continuez. Non, mais c'est toujours une tristesse de perdre une personne, une habitante d'un village dans ces conditions, en ayant mis tous les moyens pour essayer que tout se passe le mieux possible. Et ça s'est bien passé pour 80 à 100 personnes qui sont venues au foyer. Et malheureusement, cette personne a fait un autre choix. Mais que tout le village a une certaine tristesse aujourd'hui d'apprendre cette disparition. En tant que maire de la ville, quelle solution vous avez mis en place pour les personnes qui sont sinistrées, qui n'ont plus de maison? Quelle solution de relogement? On a mis en place. Mais pour le moment, les gens sont relogés, soit c'est des amis, soit dans des familles proches, et on est en train, et on va à partir de 8 heures faire un recueil de tout ce qu'il y a comme gens dans difficulté, et après avoir avec toutes les collectivités des villages à côté comment on va gérer ce problème pour que ce soir tout soit calé pour ces gens ces personnes qui ont leur maison qui a disparu. 11 000 hectares parcourus par les flammes, et regardez un incendie qui est toujours en cours. Précisément, il s'est déclaré au niveau du massif des Corbières. Vous le voyez, c'est tout près de Narbonne, avec plusieurs villes qui ont été touchées. Saint-Laurent de la Cabréris, c'est la première commune qui a été violemment touchée par cet incendie. Talleyrand, La Palme. La Palme, c'est une zone touristique avec notamment à l'intérieur de cette ville 2 campings qui ont été évacués, ou encore Lézignan. Et vous le voyez, il y a cette autoroute qui va vers l'Espagne, qui longe le littoral, qui a été coupée dans les 2 sens au niveau de l'incendie, et l'incendie aujourd'hui qui se dirige vers la mer. Voilà, travail des pompiers qui a été très compliqué évidemment pendant la nuit, puisqu'il n'y avait pas de survol de Dash, pas de survol de Canadair pour arroser cette zone gigantesque, mais cela pourrait s'améliorer potentiellement avec les reprises de ces survols dans la matinée. Bettina De Guglielmo avec les reporters de BFM TV sur place. Il s'agit du feu le plus important connu cet été. Sa propagation est très rapide. Cette nuit, le vent s'est à peine calmé. Des rafales à 52 km/h encore à Narbonne, 43 km/h plus à l'est à l'Arc-et-Enval. C'est un feu vraiment important, un feu d'une intensité très forte, avec 5 km/h de propagation. Par contre, en effet, travailler de nuit amène d'autres difficultés. La difficulté de progresser dans des lieux où vous ne voyez pas les branchages, les équipes au sol n'ont pas d'appui aérien. Donc c'est une difficulté certaine. Car la zone est escarpée, difficile d'accès pour les pompiers au sol. Hier, la quasi-totalité des moyens aériens étaient déployés. Ils ne peuvent pas reprendre leur activité avant 7 heures du matin. Des renforts des départements voisins sont mobilisés, de l'Hérault, du Tarn, de l'Allier ou du Puy-de-Dôme. Cette nuit, selon la préfecture, 1500 pompiers avec 300 véhicules étaient encore sur place pour combattre les flammes. C'est le maximum de ce que nous pouvions espérer qui est sur le terrain
au secours des populations. Au niveau aérien, on ne peut pas plus, c'était le maximum aussi. À 9 Canadair, 5 Dash et 2 hélicoptères, c'est un moyen, personnellement, que j'ai rarement vu à cette hauteur. Et c'est la zone de défense qui a mis tout ça à notre disposition, au secours aussi des pompiers qui sont en intervention sur le terrain. Une centaine de gendarmes étaient également présents hier soir pour canaliser les voies de circulation. Les autoroutes A9 et A61 ont été évacuées et fermées peu avant minuit. Selon la préfecture de l'Aude, 7 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés. Une nouvelle carte pour vraiment comprendre les enjeux ce matin et ce qui se joue en direct dans l'Aude avec notamment ces évacuations. Vous allez voir ce qui s'est passé minute par minute hier à partir de 16h15, le moment justement de ce départ de feu. Regardez cette vue depuis l'espace entre 16h et 20h. C'est un gigantesque panache gris puis noir qui est apparu sur le littoral. Alors, par prévention, il y a des campings qui ont été évacués, des habitations aussi, et certains, vous le voyez, le feu a progressé très vite. Certains ont dû quitter leur maison très rapidement. Ils n'ont rien emporté avec eux. Ils ont dormi dans des salles qui ont été prêtées par la mairie. Anaïs Girard et les équipes de BFM TV mobilisées. Voilà, nous avons préparé le tuyau d'arrosage au cas où il y ait une reprise de feu, des sortes de feu. Anne et son mari ont passé la nuit à scruter chaque recoin de leur maison. En début de soirée, le feu avait atteint leur terrasse. Voilà ce qui reste de la toile de coco qui était sur la pergola. Le couple était sur la route pour rentrer chez eux au début de l'incendie. On a eu très peur parce que nous avions les fumées, les flammes qui arrivaient. On n'y voyait plus rien, c'était tout noir. C'était vraiment affreux, quoi. Un ciel rouge et des flammes géantes ont fondu sur le village de Saint-Laurent de la Cabreris, sous les yeux des habitants de la commune voisine. Là-bas, au moins 8 maisons ont été brûlées. Hier, nous avions rencontré l'un des propriétaires. Le domicile de Jean-Loïc a été englouti par les flammes. C'est arrivé tellement vite. J'avais la lance et j'ai aidé pour essayer d'en arrêter. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec une lance de jardin? Jean-Loïc a été contraint de fuir et de laisser derrière lui 24 années de sa vie réduites en cendres. C'est arrivé plusieurs fois, mais chaque fois on a réussi à sauver. Que là, on n'a rien sauvé. L'incendie continue de faire des ravages ce matin. Une femme est décédée, au moins 9 blessés et plusieurs villages évacués. Profitez d'un moment de magie devant votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Votre programme avec Zère Optical. Zère Optical, le réseau des opticiens en pharmacie. 11 000 hectares parcourus par les flammes, une personne décédée, des maisons brûlées. C'est le plus gros incendie de cet été. Comment gérer un feu tel que celui-ci? Quelles sont les priorités? C'est l'objet de notre 7 minutes pour comprendre de première édition. On en parle dans quelques instants sur le terrain avec Marie Roux qui est vraiment au cœur de ce qui se passe pour tout comprendre. Elle nous rapporte également les dernières informations qui nous parviennent à la rédaction de BFM TV. Nous sommes en plateau avec Anthony Lebos du service politique de BFM TV. Il y a beaucoup de réactions. Une information BFM TV qu'on va détailler également dans quelques instants sur un déplacement de ministre Anthony. Et puis Ludovic Pingano, merci d'être avec nous, consultant risque BFM TV. Pour commencer, Ludovic, je voudrais votre sentiment global. Vous suivez ces incendies depuis très longtemps. On a l'impression que c'est la première fois, l'une des premières fois qu'on est à ce point pris de court par quelque chose de monstrueux qui avance à une vitesse considérable. Alors, on a connu par le passé des incendies aussi violents. Hein. Il faut se souvenir de feux de Gonfaron il y a 2 ans. Il faut se souvenir d'un feu sur la Garde Freinet au début des années 2000-2003 exactement. Donc des gros feux qui sont propagés très rapidement. Il y en a eu avec des vitesses de propagation absolument incroyables. Là, sur celui-ci, on est sur une vitesse de propagation de 5 km/h, ce qui est déjà considérable. Mais on a connu sur certains incendies de façon très ponctuelle des vitesses de propagation encore plus rapides. Le colonel Alexandre Joissard, hier soir, le porte-parole de la sécurité civile, qualifiait cet incendie
ogre. Un ogre, c'est ce qui il mange tout ce qu'il a à sa portée. Eh bien, cet incendie, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il ronge la forêt. Et tant qu'il aura du combustible, il va continuer à se propager, il va continuer à avancer très rapidement, sachant qu'il génère sa propre énergie. Il y a le phénomène du vent, la température, la sécheresse, le relief, la végétation. Il y a tout un tas d'éléments qui sont très défavorables. Et plus cet incendie est virulent, plus il va générer son énergie, plus il risque d'avancer vite. Ceci dit, hier, il y avait heureusement déjà beaucoup de moyens prépositionnés sur le terrain pour faire face à ce feu. Et puis, la sécurité civile, la zone de défense et de sécurité sud s'était préparée à cette éventualité et avait d'ores et déjà anticipé la possibilité de faire acheminer d'autres moyens sur cet incendie, si jamais on avait un départ de feu. Et c'est ce qui s'est passé vers 16h hier. Vous allez d'ailleurs nous dire dans un instant comment on gère cette crise, quelles sont les priorités, mais un petit détour par le terrain pour aller voir Marie Roux qui est sur place. Marie Roux, est-ce que vous pourriez nous expliquer où en est le feu qui est toujours en cours de progression? Eh bien écoutez, le feu se dirige à présent vers le littoral du côté de Roquefort-les-Corbières. C'est là qu'il évolue. Où loin on se trouve avec Margot Sèvres, on est sur la commune de Saint-Laurent de la Caberis et on vous propose de regarder cette maison qui a entièrement brûlé dans les flammes. C'est l'une des premières qui a été touchée. Les dégâts sont considérables. Il y a cette voiture qui a brûlé et puis à l'intérieur de cette maison qui a totalement été détruite par l'entièreté des flammes, car ce feu il a été rapide. Regarde le feu. Il a démarré à 16h15. C'est vraiment la maison que tu as vu dans le reportage. Très vite sur ce village et c'est ce lotissement dans la commune de Saint-Laurent qui a été particulièrement touché. Concernant les secours mobilisés, on est toujours avec 1500 sapeurs-pompiers sur le terrain, 340 qui arrivent en renfort dans la journée. Et puis vous le voyez aussi sur les images de Margot Sèvres, si elle lève un peu la caméra, on voit les avions, les moyens aériens à mobiliser toujours pour tenter d'éteindre ce feu au plus vite qui a déjà parcouru plus de 11 100 hectares. Merci Marie Roux avec ce Canadair en direct que l'on voit dans le ciel. Ludovic Pingano, analysons quand même cette image que nous proposent nos reporters sur le terrain. Cette maison complètement détruite, ça nous donne aussi l'ampleur du drame et de ce qui s'est passé ces dernières heures. Les moyens mobilisés étaient considérables et la priorité du commandant des opérations de secours, c'est de protéger d'abord les populations. Et quand on parle de population, forcément, on parle de zones habitables. Et donc, en l'occurrence, il s'agit de mobiliser un maximum de moyens pour protéger ces habitations. Et là, on comprend bien que ça n'a pas été possible. Et moi, d'après les informations que j'ai pu avoir, même si on avait des sapeurs-pompiers sur place, le feu était tellement virulent. Ça explique ces dégâts. Tellement dangereux qu'ils ont préféré prendre en charge les personnes qui habitaient dans ces maisons pour les évacuer en urgence en acceptant malheureusement de ne pas pouvoir assurer la protection et l'extinction de ces maisons. Il faut comprendre le phénomène. On a un feu qui avance très rapidement, 5 km/h, c'est la vitesse d'un homme qui marche. C'est un incendie qui avance très vite vers ces zones d'habitation et en raison du vent et des rafales de vent, vous avez ce qu'on appelle des sautes de vent. C'est de la végétation enflammée qui s'envole et qui va générer des départs de feu à mais comme ça le vent. centaines de mètres de l'endroit. Où il y a les grands arbres. Pourtant, il aurait pu être évité et que là, non. Entre le feu qui avance derrière vous et le feu qui va démarrer devant. Donc à partir de là, plus question de prendre des risques. Et il faut évacuer et surtout préserver les vies humaines. Il faut évacuer, il faut éteindre le feu. Quelles sont concrètement les priorités et qui est déclenché dans une crise telle que celle-ci? On sait qu'il y a différents corps de métier, la sécurité civile, les gendarmes. 25 habitations ont été touchées. Le grand patron des opérations, c'est le préfet en sa qualité de directeur des opérations. C'est lui qui coordonne l'ensemble du dispositif. Et dans ce dispositif, vous avez effectivement les forces de sécurité civile, et vous avez aussi les forces de sécurité intérieure, les gendarmes, qui vont apporter un appui important et qui vont, eux, de leur côté, procéder, contribuer à l'évacuation de la population quand c'est nécessaire. C'était le cas dans les campings, assurer la fermeture des axes routiers quand c'est nécessaire, etc. Et puis vous avez un acteur important également, on n'en parle peut-être pas suffisamment, ce sont les maires qui, eux, de leur côté, qu'est-ce que tu fais? Allez, dégage, la vieille. Donc 15 meurtres qui sont mobilisés, qui déclenchent leur plan communaux de sauvegarde et qui, dans ce cadre-là, assurent le soutien à la sauvegarde des populations, leur accueil la nuit pour leur permettre d'être à l'abri, fournir du café, de la nourriture, etc. C'est très impressionnant ce qu'on voit toujours en direct. Le feu est encore en train de fumer à l'intérieur de cette habitation que filme en ce moment Margot Sèvres, qui est journaliste reporter d'images pour BFM TV avec Marie Roux qui suit au plus près la situation. Ça, c'est dangereux ce qu'on voit encore, Ludovic Pingano, là.
Ça fume. Maintenant, si les pompiers sont partis, c'est parce qu'ils ont considéré ça n'était plus la priorité, qu'il n'y avait plus de risque de propagation aux habitations voisines. Ce que j'en ai compris, c'est que ce ne sont pas des hameaux complets qu'on brûlait, mais certaines maisons qui ont été prises par le feu, vraisemblablement parce qu'il y a eu des sautes de feu qui sont tombées sur les toitures. À partir du moment où les sapeurs-pompiers sont intervenus, même s'il reste encore quelques fumerolles dans ces maisons, ça n'est plus la priorité. Combien de temps ça peut fumer et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que lorsqu'il y a de la fumée, ça veut dire qu'il y a quand même un petit risque? Oui, il y a toujours un petit risque. À partir du moment où il y a de la fumée, il y a toujours un risque. Là, cette fumée, elle est à l'intérieur d'une habitation. C'est pas ce qui va inquiéter le plus les sapeurs-pompiers. Ces fumerolles, c'est comme ça qu'on les appelle, sont beaucoup plus inquiétantes quand on se trouve dans la zone boisée. Lorsque le feu n'est pas complètement éteint, pour que le feu soit complètement éteint, mais ça va arriver dans plusieurs jours, il faudra les traquer, toutes ces fumerolles, pour qu'il n'y en ait plus du tout, et donc empêcher ainsi toute reprise de feu. Alors continuons, parce que cette image, vraiment, je trouve qu'elle est très intéressante à analyser. On a vu donc l'intérieur, et on a vu aussi, il y a quelques instants, un zoom sur le toit. Le toit a été également complètement carbonisé. C'est à l'image de plein de maisons qui se trouvent dans cette zone. Ça veut donc dire que le mouvement du feu a vraiment été à 360 degrés. Comment ça se passe dans ce type d'habitation? Par où le feu rentre et comment il se propage? Soit il se propage par la toiture. C'est assez fréquent, en particulier quand on est dans des zones avec des pins et des épines de pin qui se retrouvent dans les gouttières et qui peuvent s'enflammer au regard de la température extrêmement élevée, qui peuvent s'enflammer. Si vous avez en plus des gouttières en plastique ou en PVC, eh bien ces gouttières vont s'enflammer, le feu va se propager à la toiture et de la toiture ensuite le feu va pouvoir se propager à l'ensemble de l'habitation. Autre cas, c'est le feu qui va avancer vers l'habitation quand le propriétaire ou le locataire n'a pas réalisé le débroussaillage obligatoire sur la zone de 50 mètres autour de l'habitation. Eh bien il n'y a plus de zone coupe-feu, d'interface de barrière entre la partie boisée et l'habitation, et à ce moment-là, on a une propagation qui est très facile. Et on rappelle que le débroussaillement, c'est obligatoire dans certaines zones. Merci Exactement. beaucoup. Merci Ludovic Bingano d'être venu nous expliquer ça dans notre 7 minutes pour comprendre. Un point sur votre météo. Éléonore, un temps plutôt calme aujourd'hui. Oui, avec des conditions anticycloniques sur le pays. Nous aurons uniquement un passage nuageux d'altitude, vous voyez, qui va traverser le pays d'ouest en est. Cela prendra la forme d'un simple